Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouvel épisode de Salut les rouflaquettes où, comme vous l'avez vu, on va parler de la cultissime série Friends. J'ai avec moi aujourd'hui Flora. Bonjour Flora. Bonjour Vincent, bonjour Comment à ça va? tous. Ça va, merci, très bien. C'est la première fois que j'étais avec moi dans l'émission, alors que les gens ne le savent sûrement pas, mais toi tu es journaliste et animatrice radio, donc le concept d'enregistrer une émission comme ça en audio, on peut dire que bon, tu connais un petit peu quoi. Oui, je connais un petit peu, ça va. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de Friends, la série parmi les séries. Si j'ai voulu que tu sois avec moi, bon déjà c'est parce que je t'aime bien et que j'aime bien avoir avec moi des gens que j'aime bien. Mais c'est aussi parce que toi, Friends, tu n'as pas connu très tôt, tu as connu que récemment. Exact. Et enfin, pas connu. Tu connaissais parce qu'honnêtement, qui ne connaît pas Friends, qui n'a C'est jamais ça. entendu parler. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'avais jamais suivi la progression de chaque personnage, épisode après épisode, saison après saison. C'est ça. En fait, moi, Friends, je connaissais comme tout le monde de nom. Je voyais ça en zappant sur les différentes chaînes télé. Je crois que ça passait sur Énergie 12, je sais plus. Bon, bref. Et en fait, moi, sans plus, je me suis jamais mise devant la télé pour regarder Friends. Et oui, c'est vraiment toi qui m'as fait découvrir finalement. Et une fois que tu accroches, c'est difficile de s'en passer, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots de la série ? Qu'est-ce que j'en ai pensé en quelques mots ? Eh bien déjà, c'est une série très feel good. Il y a pas, voilà, c'est pas violent. Les épisodes, ils se terminent toujours bien. Donc c'est vrai qu'avant de s'endormir, mais c'est génial quoi. Quand t'as passé une journée de merde, c'est un peu, c'est très feel good. Et moi, j'ai beaucoup aimé Friends. Chaque personnage, en plus, tu t'identifies à chacun des caractères de chacun des personnages. Donc franchement, moi j'ai adoré. Et d'ailleurs, c'est l'une de mes séries préférées. Ben moi, j'ai connu Friends tout petit, parce que je me rappelle, ma famille regardait ça, j'étais trop petit pour comprendre. En plus, je sais pas s'ils étaient accros ou quoi, mais je me rappelle que moi, mes parents avaient Canal Satellite, et du coup, ils regardaient Friends le lendemain de la diffusion aux États-Unis en sous-titré. C'est un truc qu'on connaissait pas trop à l'époque. Ok. Donc, je sais pas s'ils regardaient ça parce que ils sont tombés dessus ou si vraiment parce qu'ils accrochaient la série. Et après, vers mes 10 ans, là, je regardais en rentrant de l'école. Je crois que c'est moi sur la 2 que je regardais. J'ai accroché. J'avais même accroché au spin-off qu'ils avaient fait sur Joey, là, une série sur le personnage de Joey après la série Friends. Apparemment, cette série était très nulle, mais moi, je devais pas avoir assez de recul pour m'en rendre compte à l'époque. Donc pour moi, Friends, ça fait partie des séries qu'il faut avoir vues, si on est fan de séries, bien sûr, pour vraiment comprendre ou pour vraiment apprécier les autres séries, surtout les sitcoms. Friends, clairement, ça a posé les bases du genre. Et d'ailleurs, il y a peu de sitcoms qui lui arrivent à la cheville. C'est une façon de parler parce que, évidemment, c'est très subjectif de dire qu'une série est mieux qu'une autre. Mais dans la technique pure, dans la narration, la réalisation, clairement, Friends, c'est The Boss. D'ailleurs, on retrouve des références à Friends dans plein d'autres séries, comme dans How I Met, dans Scrubs, dans The Office, dans Glee, dans la série Bull, je crois qu'elle s'appelle, avec l'acteur qui joue Dinozzo, qui passe là où il est avocat ou je sais pas quoi. Il y a Supernatural aussi qui font des références et plein d'autres. Si tu n'as rien à ajouter, Flora, on va passer au sommaire de l'émission. On passe au sommaire. Et au sommaire, bien sûr, une présentation de la série. Je vais vous raconter comment étaient tournés les épisodes, mais bien sûr, avant ça, je vais vous raconter l'histoire de la série sur les 10 saisons. On va parler de quelques running gags qui sont présents tout au long de la série, et on va donner notre avis sur celui qui est le plus important, break ou pas break, Team Ross, Team Rachel. On va parler d'un petit peu de VF pour vous présenter les comédiens déjà originaux et qui sont derrière justement les voix de nos 6 Friends. Je vais vous donner quelques infos sur Friends, des petits fun facts qu'on ne sait pas forcément et que vous pourrez glisser en soirée à ceux qui vous parlent de séries. Flora, tu nous parleras de l'impact qu'a eu le personnage de Rachel Green dans le monde de la mode. Parce que j'en profite pour le glisser, tu n'es pas que animatrice radio, tu as aussi une chaîne YouTube et un blog. Exactement, pamelacobson.fr. On en reparlera tout à l'heure. Et pour finir, on va vous donner notre avis sur la fin de la série et je vous donnerai 3 autres fins qui auraient pu être possibles. Je vous remercie d'écouter Salut les rouflaquettes et je passe tout de suite à la présentation de la série.
Alors Friends, c'est une série américaine, 236 épisodes d'une vingtaine de minutes répartis sur 10 saisons. La série raconte la vie de 6 amis pendant 10 ans, leur quotidien, leur évolution professionnelle, leur vie amoureuse. Je vais vous présenter rapidement les personnages. On a Monica, qui est une chef. Elle a 25 ans quand la série commence. Il y a son frère Ross, qui est paléontologue. Chandler, c'est le meilleur ami de Ross depuis le lycée. Il vit dans l'appartement en face de celui de Monica. Il y a Joey, qui est le colocataire de Chandler. Phoebe, qui est l'ancienne colocataire de Monica. Et Rachel, qui est une amie de lycée de Monica. Friends, c'est la pure sitcom américaine. Une sitcom, on en avait déjà parlé pour Scrubs, c'est une série tournée dans des décors et pas dans des vrais lieux, avec en règle générale un public qui assiste à l'enregistrement. Dans l'idée pour les acteurs, c'est un peu comme du théâtre, même si la série se passe à New York, en fait, elle est tournée en Californie, pas loin de Los Angeles, à Burbank précisément, dans les studios de la dans les studios de la Warner Bros. Comme c'est enregistré en studio, en fait, tous les intérieurs qu'on peut voir dans la série, ils sont tous les uns à côté des autres, en vrai. Je vais essayer de vous décrire un peu le plateau. Alors, imaginez que vous êtes dans le public. Juste en face de vous, vous avez la pièce principale de l'appartement de Monica, c'est-à-dire le cuisine-salon. Sur la gauche, comme on peut s'y attendre, il y a le couloir de l'immeuble dans lequel ils habitent. Et encore sur la gauche, il y a la pièce principale de l'appartement de Joey. Par contre, si vous revenez chez Monica, sur la droite, si vous prenez la porte de la chambre de Monica, par exemple, en fait, vous atterrissez directement au Central Perk. Ces 3 décors-là, Ah, je savais pas. Ok. parce qu'en fait, ces 3 décors-là, c'est vraiment les 3 décors principaux. Donc, ceux-là, ils sont jamais touchés, ils sont toujours montés. Ok. Et en fait, sur les côtés, donc à gauche et à droite du public, il y a 2 pièces de chaque côté qui peuvent être montées un peu n'importe comment. Et c'est là justement qu'ils montent, des fois quand on voit la chambre de Joey, quand on Ouais, voit ok. les bureaux, quand on voit quand Chandler il travaille à Tusk. Mhm. Donc voilà. Voilà un peu comment a été fait le, Le le décor, plateau ouais. de la série Friends. Alors pour le résumé, je vais vous résumer les résumés qu'on trouve sur Wikipédia. Et même en résumant des résumés, on va en avoir quand même pour une bonne petite trentaine de minutes. Ah ben oui, pour résumer 10 saisons. C'est ça. Donc la saison 1, en fait, elle présente les 6 personnages principaux de la série. On a Rachel qui a laissé son fiancé Barry devant l'hôtel, qui arrive à New York et elle s'installe chez Monica. Très vite, elle décroche son premier emploi et elle devient serveuse au Central Perk, le café préféré des 6 amis. Ross, il vient de divorcer de Carol, avec qui il était marié depuis 8 ans. Il a divorcé parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était lesbienne. Et déjà bouleversé par ce divorce, Ross apprend que Carol est enceinte de lui. Pendant cette saison, c'est là que Ross prend son animal de compagnie, un petit singe qui s'appelle Marcel, mais qu'on ne voit finalement que dans cette saison, parce qu'après, Marcel s'en va et on le revoit vite fait dans un épisode, mais sinon, il ne reste pas au cours des 10 saisons. La saison 1, elle se termine sur 2 événements majeurs, la naissance du fils de Ross et la révélation accidentelle à Rachel par Chandler des sentiments que Ross éprouve pour elle. Ross est déjà très amoureux de Rachel quand ils étaient au lycée, et ces sentiments-là, ils renaissent quand Rachel réapparaît. Donc pendant toute la saison, il cherche l'occasion de lui dire, mais il n'y arrive pas. Et à la fin, donc quand Chandler fait sa boulette, Rachel réalise qu'elle aussi, peut-être qu'elle est amoureuse de Ross. Elle décide d'aller le chercher à l'aéroport parce que Ross était parti en Chine pour des raisons professionnelles. La saison 2, Ross, il ne sait pas que Rachel a des sentiments pour lui. Et en revenant de Chine, en fait, il sort avec Julie. C'est une paléontologue qu'il a connue à la fac et qu'il a retrouvée en Chine. Jalouse ou malheureuse, Rachel tente de saboter cette relation. Rachel accepte finalement de rencontrer un autre homme. Le soir de leur première rencontre, ivre, elle laisse un message sur le répondeur de Ross, un message évoquant les sentiments qu'elle lui porte. Ross l'entend et est plongé dans une grande confusion sentimentale, parce que est-ce qu'il doit rester avec Julie ou est-ce qu'il doit tenter sa chance avec Rachel. Après une dispute, Ross et Rachel s'embrassent. Ne sachant pas qui choisir, Ross établit une liste des pour et des contre sortir avec Rachel, ce qu'il décide à sortir avec elle. Mais Rachel, elle découvre la liste et elle se fâche. Elle finit par se laisser attendrir après quelques épisodes plus tard, parce qu'en fait, elle revoit une vieille cassette vidéo
quand ils allaient aller au bal de promo, et Ross s'était montré très chevaleresque à cette époque-là et elle s'en était pas rendu compte. Une cassette vidéo pour les plus jeunes, c'est l'ancêtre du DVD. Et le DVD pour les encore plus jeunes, c'est l'ancêtre du Blu-ray. Et si vous savez pas ce que c'est le Blu-ray, Google. Donc, pendant la saison 2 toujours, Joey décroche le rôle du Dr Drake Ramoray dans la série Les jours de notre vie et gagne suffisamment d'argent pour emménager dans son propre appartement. Quand Joey déclare dans une interview écrire ses propres dialogues dans Les jours de notre vie, les auteurs de la série se sentent offensés et décident de faire mourir son personnage. Et donc, à nouveau dénoué de revenus, Joey réemménage avec Chandler. Toujours dans la saison 2, Phoebe découvre qu'elle a un demi-frère, Frank, du côté de son père. Et pendant un moment, Monica sort avec Richard Burke, un ami des parents de ses parents à elle. Il est nettement plus âgé qu'elle. Ils ont vraiment une relation très intime, mais ils se séparent au dernier épisode de la saison 2 parce que Richard lui annonce qu'il ne veut plus d'enfants parce qu'il en a déjà eu avec son ex-femme. Dans la saison 3, sous les encouragements de Chandler et de Joey, Rachel démissionne du Central Perk et elle cherche un nouvel emploi dans le domaine de la mode. Elle rencontre Mark qui lui obtient un job chez Bloomingdale's. Ross est convaincu que Mark a d'autres idées derrière la tête. Il devient très très jaloux. Il y a des tensions entre Rachel et Ross qui atteignent leur paroxysme le jour de leur anniversaire, de leur 1 an de relation. Il y a une dispute qui éclate, une dispute qui prend fin avec la décision de Rachel de faire une pause. Après cet incident, Ross va boire un verre avec Chandler et Joey. Lui et Rachel décident tous les deux de leur côté d'essayer de se rabibocher l'un avec l'autre. Mais quand Ross téléphone à Rachel, en fait, c'est Mark qui répond au téléphone, qui était venu pour réconforter Rachel. Alors du coup, Ross, il pense au pire. Il est déprimé, il est bourré, il finit la soirée en couchant avec une autre femme. Il essaye d'éviter le conflit avec Rachel en lui cachant. Mais en fait, il y a Gunther la poucave qui poucave. Et ils finissent par rompre après une longue dispute. Cependant, vers la fin de la saison, Rachel déprime après que Ross commence à sortir avec une autre femme du nom de Bonnie, une amie de Phoebe. Dans le dernier épisode, le groupe part en vacances à la plage pour que Phoebe puisse rencontrer une autre femme qui s'appelle Phoebe, qui en sait beaucoup à propos de sa famille. Une fois à la plage, Bonnie les rejoint à l'improviste. Rachel, elle est malheureuse, donc elle persuade Bonnie de se raser le crâne pour abaisser sa cote auprès de Ross. Ça aboutit à une énième dispute entre Ross et Rachel, au cours de laquelle Ross et Rachel réalisent qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. L'épisode s'achève sur une scène où Ross se trouve debout entre la chambre de Bonnie et celle de Rachel, et il doit choisir dans quelle chambre il va aller. Dans la saison 4, Ross il entre dans une des chambres, et dans cette chambre il y a Bonnie et Rachel. Blablabla. Il décide finalement de reprendre sa relation avec Rachel et de rompre avec Bonnie. Rachel lui écrit une lettre de 17 pages dans laquelle elle lui fait part de ses sentiments à propos de la reprise de leur relation. Ross, il s'endort, donc il ne la lit pas en entier, mais comme il veut que la relation marche bien, il fait croire qu'il la lit en entier, et Rachel est contente qu'il accepte tout. Mauvaise idée. Et en fait, la lettre, dans cette lettre, il y a au moins 5 pages où Ross doit accepter le fait que c'est de sa faute s'il y a eu une rupture à la base. Donc il refuse, donc Rachel et Ross se séparent rapidement. Phoebe apprend que l'autre Phoebe chez qui ils sont, en fait, c'est sa mère biologique. Et donc Phoebe a une sœur jumelle qui s'appelle Ursula, et Ursula laisse entendre qu'en fait, ça, elle le savait déjà. Phoebe accepte d'être la mère porteuse des enfants de son demi-frère Frank et de sa femme Alice. Donc elle se retrouve enceinte de triplés. Là, en fait, ça, c'était pas vraiment prévu à la base dans l'histoire. C'est juste que l'actrice qui jouait Phoebe, donc Lisa Kudrow, était enceinte. Et donc, du coup, ils ont intégré ça au scénario. Donc Ross et Rachel commencent à sortir avec d'autres personnes. Rachel rencontre Joshua à son travail et réussit à se faire inviter à une soirée. Cependant, elle devait aller à l'opéra avec la nièce de son patron, une Britannique nommée Emily. Elle persuade Ross d'accompagner Emily à l'opéra pour pouvoir, elle, aller à sa soirée. Ross et Emily, bien sûr, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ils commencent à sortir ensemble. Leur relation, elle devait se terminer quand Emily retournerait en Angleterre. Mais malgré la distance, elle continue. Emily quitte même son petit ami anglais pour Ross. Et Ross, il souffre trop de leur séparation, donc il demande en mariage Emily pour qu'elle vienne habiter avec lui aux États-Unis. Le mariage de Ross et Emily a lieu à Londres, mais Rachel décide de ne pas y aller. Phoebe ne peut pas y aller parce qu'elle est enceinte.
Mais Rachel, à la dernière minute, finalement, elle se rend compte qu'elle est encore amoureuse de Ross. Donc, elle décide d'aller à Londres pour lui parler. Elle arrive pour le mariage, mais elle n'ose pas avouer ses sentiments. Son apparition trouble quand même Ross. Il se trompe de prénom lors de la cérémonie. Donc, il dit Rachel au lieu de Emily. Et toujours autour du mariage, dans des circonstances qui restent un petit peu mystérieuses, il y a Monica et Chandler qui passent la nuit ensemble et qui le cachent à tout le monde. Dans la saison 5, Monica et Chandler essaient de garder le secret de leur relation auprès des amis. Phoebe donne naissance au triplé, un garçon Frank Jr. et 2 filles, Leslie et Chandler. Emily s'est enfuie juste après la cérémonie, Ross ne la trouve plus. Il retourne aux États-Unis et fait tout pour sauver leur relation. Emily, elle est très jalouse de Rachel, ce qui peut se comprendre. Elle fait donc pour sauver son mariage, Ross accepte de ne plus voir Rachel. Mais il se rend compte qu'Emily ne lui fait plus confiance et qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Et donc, il décide de divorcer. Deuxième divorce pour Ross. La relation entre Chandler et Monica continue malgré leur retour aux États-Unis et devient de plus en plus sérieuse. Ils réussissent à garder le secret jusqu'à ce qu'ils s'organisent un week-end en amoureux qui tourne mal, à la suite duquel Joey découvre la vérité. Donc Joey accepte quand même de garder le silence et il les aide à cacher leur secret aux autres. Ross, qui n'a pas pu garder son appartement, vit un petit temps chez Chandler et Joey, puis ensuite il arrive à obtenir l'appartement du gros tout nu qui vit en face de chez Monica. C'est un appartement de chez Monica, on voit tout ce qui se passe chez le gros tout nu, et du gros tout nu, on voit tout ce qui se passe chez Monica. Rachel, elle surprend une conversation entre Monica et Chandler, et donc elle apprend la vérité sur leur couple. Elle en parle qu'à Joey. Phoebe, elle aussi, surprend les amoureux, parce elle est chez Ross à ce moment-là, et donc du coup, elle voit tout ce qui se passe chez Monica. Elle fait une tentative de séduction auprès de Chandler en fait, ils font semblant de flirter tous les deux pour que Phoebe, elle veut prouver qu'il sort avec Monica et Chandler veut prouver qu'il ne sort pas avec Monica. Et finalement, à la fin, ils avouent, voilà, Monica et Chandler, ils avouent qu'ils sont en couple et ils avouent qu'ils s'aiment. C'est la première fois que Chandler dit à Monica qu'il l'aime dans cet épisode. Ross aussi découvre la vérité. Il devient un peu fou parce que Ross a souvent des accès de colère, mais après, finalement, il accepte la relation. Et donc, à la fin de la saison, il y a Joey qui a un petit rôle, enfin un grand rôle dans un film à Las Vegas. Il y a ses amis qui décident d'aller là-bas pour lui faire une surprise. Sauf que le film a été annulé. Et en fait, Joey faisait semblant de travailler dans un film, mais il travaillait en tant que picture guy, là, un gars avec qui tu prends des photos. Il était habillé en centurion. Chandler découvre que Monica est allée manger avec Richard. Donc il en veut à Monica. Il refuse qu'elle revoie Richard une nouvelle fois. Il y a des disputes, il y a tout qui s'arrange grâce à Phoebe. Chandler et Monica, ils veulent se marier à Las Vegas. Mais quand ils vont à l'église, en fait, il y a Ross et Rachel, jeunes mariés, qui sortent. Ils sont complètement bourrés. Et ils se sont mariés, donc troisième mariage pour Ross. Finalement, Chandler et Monica, eux, ne sont pas mariés. Là, on attaque la saison 6. Ross et Rachel, ils s'en rappellent même plus le matin quand ils se réveillent qu'ils se sont mariés. Donc Chandler et Monica, eux, pensent qu'il est trop tôt, mais ils décident de s'installer ensemble. Donc tous les deux, ils s'installent chez Monica. Ross, il doit annuler le mariage avec Rachel, mais il le fait pas. Il fait croire à Rachel qu'il a annulé, sauf qu'il n'a pas annulé son mariage. Donc Rachel, elle devait habiter chez Ross, mais quand elle apprend qu'en fait ils sont toujours mariés, elle change d'avis et elle va s'installer chez Phoebe. Ils vont chez un juge d'annulation, pour faire annuler le mariage, sauf que le juge refuse d'annuler le mariage et donc du coup, divorce. Donc troisième divorce pour Ross. Rachel quitte l'appartement de Monica pour aller chez Phoebe. Chandler emménage avec Monica et laisse donc Joey tout seul dans son appartement. Dans cette saison, il y a aussi Ross qui tombe amoureux d'une de ses étudiantes, Elizabeth, et il entame une relation avec elle. L'appartement de Phoebe brûle dans un incendie qui oblige les deux filles à déménager. Phoebe s'installe chez Monica et Rachel chez Joey. Ross rencontre le père d'Elizabeth, Paul, avec qui il ne s'entend pas. Rachel sort avec Paul. Il faut savoir qu'il est joué par Bruce Willis. Oh. Mais en fait, que ce soit Ross, Elizabeth ou Rachel, Paul, les deux relations, elles ne durent pas. Rachel, elle trouve que Paul, c'est trop un pleurnicheur. Et Ross, il se rend compte en voyant Elizabeth s'amuser avec des jeunes que elle est trop jeune pour lui et donc il la quitte.
Euh, la fin de la saison 7, il y a Chandler qui apprend que Monica a réservé le Morgan Chase Museum pour leur mariage. En fait, Monica, elle le fait tous les ans, mais sauf que elle le fait au cas où, et Chandler, il n'était pas au courant. Donc, il lui fait une grosse scène de dispute, mais en fait, il se joue d'elle parce qu'il va la demander en mariage. Quand il va justement pour la demander en mariage, il rencontre Richard au restaurant, l'ex-grand amour de Monica. Et pour éviter que Monica se doute quelque chose, pendant tout le repas, il fait croire que lui, le mariage, ça le dégoûte, qu'il se mariera jamais, tout ça. Et du coup, Monica, elle le prend au sérieux. Elle commence à se ressentir proche de Richard. Richard lui avoue qu'en fait, il l'aime toujours. Et, et du coup, bon, un gros quiproquo, mais quand même, à la fin, elle se finit par apprendre que Chandler allait lui la demander en mariage. Et c'est même elle qui lui demande en mariage ce qu'il accepte. Donc, fin de la saison 6. Plus que 3 saisons. Plus que 4 saisons. 4, 6 et 4, 10. Ouais, ça va. Il est tôt, hein. Il est que 11h du matin. Hein. Donc, saison 7, ça débute avec l'officialisation des fiançailles de Chandler et Monica. Rachel, elle est un peu perdue dans tout ça. Elle pense à un moment passer une nuit avec Ross, mais au dernier moment, elle se ravise. Monica se rend compte que ses parents n'ont pas gardé l'argent destiné à financer son mariage. Chandler et Monica sont alors confrontés à un dilemme. Faire un grand mariage, le mariage de rêve de Monica, ou garder l'argent pour une vie future. Ah ouais, ça c'est toujours un peu le dilemme. Hein. Quand t'es en couple, que tu veux te marier, tu sais pas trop si... Donc Monica, elle montre qu'elle a changé, elle opte pour la dernière solution, donc elle veut garder l'argent pour le futur. Euh, Il y a une nouvelle série dans laquelle Joey travaille qui s'appelle Mac and Cheese. C'est une série policière où son coéquipier c'est un robot. Et donc Joey a le rôle titre, mais c'est une série qui est très mauvaise. Ouais. Pendant ce temps, on lui propose de revenir dans Les jours de notre vie avec le rôle du frère jumeau de Drake Ramoray. Mais Joey refuse de passer des essais parce qu'en fait, on lui propose le rôle, mais on lui dit par contre, il y a un casting et lui, il refuse. Donc, il perd la chance de revenir dans la série. Et la série Mac and Cheese, elle est retirée des écrans. Mais n'ayant plus de travail, il réussit quand même à reprendre le rôle de Drake Ramoray dans le coma, dans la série. La saison se termine par le mariage de Monica et Chandler et par une révélation, Rachel apprend qu'elle est enceinte. Saison 8, elle commence par des interrogations. Qui est le père de l'enfant de Rachel? Il se trouve que ça va être Ross. Rachel, elle vit chez Joey. Elle décide de rester avec lui parce qu'il s'y plaît. Et Joey commence à éprouver des sentiments pour Rachel. Rachel finalement donnera naissance à une fille, Emma, et à la suite d'un quiproquo, ce mot je vais pas y arriver, elle croit comprendre que Joey la demande en mariage et elle accepte. Mais en fait c'était Ross qui avait l'intention de demander Rachel en mariage, et donc du coup il y a un petit peu des quiproquos et des petites tensions qui se créent. Et fin de la saison 8, Chandler et Monica ils envisagent d'avoir un enfant. Donc saison 9, à la suite de la naissance de leur bébé, donc de Emma, Rachel rejoint Ross dans son appartement, bien qu'ils ne sortent pas ensemble. Cette cohabitation ne dure pas et finalement elle retourne vite vivre chez Joey. Monica et Chandler décident d'avoir un enfant, mais ils découvrent après de longs mois d'essai qu'ils sont tous les deux stériles. Il y a Phoebe qui commence une relation avec un nouveau personnage, avec Mike. Et Ross rencontre une paléontologue qui s'appelle Charlie. Et finalement, Charlie sortira avec Joey. La fin de la saison, c'est la fin qui se déroule à la Barbade. Et c'est pour un colloque de paléontologues dans lequel Ross va faire une intervention et il a invité tous ses amis. Et du coup, il y a beaucoup de changements de couple parce que Ross et Charlie finissent par sortir ensemble et Rachel et Joey sortent ensemble. Et donc, saison 10, la relation entre Rachel et Joey, en fait, c'est un échec. Donc, ils sont poussés en fait, à ne rester qu'amis. Charlie retourne auprès de son ex-petite amie, qui est un grand ponte de la science, et Ross espérait avoir une bourse d'études scientifiques de lui.
Monica et Chandler, dans la saison, ils décident d'adopter un enfant et ils rencontrent Erika, une jeune fille enceinte mais qui ne peut pas garder son enfant. Donc, ils vont adopter, ils décident de déménager en dehors de la ville pour élever leurs enfants dans un cadre plus calme et plus spacieux. Mais par contre, ça, ils ne le disent pas tout de suite à leurs amis et ils ne l'apprennent que plus tard dans la saison. Phoebe se marie avec Mike après de nombreuses demandes en mariage et dans le dernier épisode, elle annonce vouloir un enfant de lui. Rachel se fait virer de son travail et elle accepte une proposition pour aller travailler à Paris. Ross lui avoue son amour et la supplie de rester. Dans le dernier épisode, Erika accouche de jumeaux, un garçon et une fille, que Monica et Chandler adoptent. Rachel embarque dans l'avion pour la France, mais se ravise au dernier moment et prend finalement la décision de rester à New York pour faire sa vie avec Ross. Et la série finit sur le déménagement de Monica et Chandler, dans une scène où les 6 amis réunis rendent tous leurs clés de l'appartement et se promettent de rester amis pour la vie. Donc voilà pour le résumé de la série qui finalement n'a pas été jusqu'à 30 minutes, donc on est plutôt pas mal. Euh, vers la fin de l'épisode, je vous parlerai de fins différentes, mais déjà, on peut déjà dire maintenant que la fin est quand même très très bien. C'est vrai. Quelque part, c'est attendu, parce que j'en reparlerai après, mais toute la vie des Friends tourne autour de l'appartement de Monica, donc c'est normal que la série s'arrête, le symbole du fait qu'il lâche l'appartement, c'est un symbole fort pour la fin de la série. Et venant de ça, c'est quand même très très bien réussi. Après, on en parlera aussi tout à l'heure, mais j'ai dit que c'est attendu. Est-ce que c'est parce que Friends a tellement posé les bases des sitcoms que finalement, tout ce qu'on voit dans les autres séries, on peut s'attendre à le voir dans Friends parce que Friends a inspiré les autres. C'est une question qui peut se poser. Avant de passer au running gag de la série, je me rends compte qu'il y a un truc que je ne vous ai pas fait écouter, et donc je vais vous le faire écouter tout de suite. C'est le générique de la série. Parce qu'il est quand même lui aussi culte, donc je vais vous le faire écouter. C'est génial. Rien que d'entendre ce générique, genre, ça y est, tu es de bonne humeur en fait. C'est trop, trop bien. Je suis fan. J'adore. Et donc, on va passer à quelques running gags. Donc, les running gags, faut comprendre, c'est les blagues qui réapparaissent de temps en temps tout au long de la série. Il y a des running gags sur tous les personnages. Par exemple, Chandler, très souvent, les autres se demandent... sont persuadés en fait qu'il est gay. C'est quelque chose... Ah oui, c'est vrai, ouais, je me souvenais pas de ça, mais c'est vrai. C'est quelque chose qui revient, bon, forcément à partir de la saison 5 où il est en couple avec Monica, les choses changent, mais voilà, jusque-là, souvent, les gens ne se posent même pas la question, quoi. Chandler est gay. D'ailleurs, la série est très décomplexée de ce côté-là. Vous le verrez tout à l'heure dans les petites infos que je vais vous donner. En plus, le père de Chandler, si vous vous rappelez ou si vous ne connaissez pas la série, il a divorcé de sa mère pour se mettre en couple avec le garçon de piscine et il est devenu drag queen à Vegas. Un autre gag récurrent sur lui, c'est son métier parce que à un moment, milieu fin de série, il démissionne de son métier pour travailler dans la pub, mais avant ça, il a un métier. Est-ce que tu connais son métier ? Non. Pourtant, il en parle très souvent. Je me souviens plus. Il en parle très souvent de son métier et il y a un épisode où... Enfin, il y a toute une série d'épisodes où Joey et Chandler vivent dans l'appartement de Monica et Rachel et Monica et Rachel dans l'appartement de Joey et Chandler parce que les filles ont perdu un jeu qui connaît mieux l'autre sur la question quel est le métier de Chandler. Et en fait, il est analyste statistique
et il travaille dans la reconfiguration de données. Ouais, non, Donc je me un souvenais pas de métier ça. très, très obscur dans Mais lequel grave. on le voit beaucoup rentrer des chiffres dans un tableau Excel, quoi. Et en fait, il gagne très très bien sa vie grâce à ça, mais sauf qu'il ne s'épanouit pas dans son métier. Après, d'autres running gags, il y a bien sûr Phoebe avec son passé. On en parle très souvent. Elle a un passé très, très dur, puisque jusqu'à ce qu'elle rencontre l'autre Phoebe, qui est sa mère biologique, elle est persuadée que sa mère s'est suicidée. La femme qui l'a élevée, enfin qui aurait dû l'élever, s'est suicidée. Du coup, elle a grandi dans la rue. Elle a eu une vie très difficile, mais bon, je vous assure que dans la série, on en rigole. Même Mais si c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à parler de choses horribles et dramatiques, et en fait, on est tous morts de rire devant l'écran parce que c'est vraiment tourné d'une façon, mais on en rigole, quoi. C'est incroyable. Et sur Phoebe, bien sûr, les running gags, peut-être ce dont on rappelle le plus, c'est ces chansons un petit peu bizarres. Je vais vous en faire écouter 3. Je suis dans la douche et je compose cette chanson. Arrêtez-moi si vous la connaissez. Je suis pleine de savon et mes cheveux sont tout mouillés. J'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, tout est encore engorgé. Donc voilà, ou alors une deuxième chanson où elle travaille avec des enfants. Et donc elle leur a écrit une petite chanson à ses enfants. Je vais vous chanter une de mes chansons qui parle des grands-parents, d'accord? Grand-mère est quelqu'un que tout le monde aime bien. Elle offre des jouets et aux petits soins. Mais hier, elle n'est pas venue dîner chez nous. 2 jours avant, elle était maigre comme un clou. Vos parents vous disent qu'elle est partie pour le Chili, mais en fait, elle est morte et vous mourrez aussi. La 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 la. Donc voilà, une chanson très très gaie pour des enfants. Et pour finir, la chanson probablement la plus connue de Phoebe. Tu pues le chat, tu pues le chat. Pourquoi est-ce qu'on te nourrit? Allez tout le monde! Tu pues le chat, tu pues le chat. Ce n'est pas ta faute. Monica! Ils vont te conduire chez le vétérinaire. Chandler! Tu n'es pas leur animal préféré. Joey! Quand tu passes, ça sent pas la rose. Rachel! Oui, c'est plus les égouts qu'autre chose. Ah, Ross, je suis désolée, mais j'ai pas écrit plus de texte. Donc voilà ce qu'on peut avoir tout au long de la série avec Phoebe. Monica, c'est surtout son poids, parce qu'en fait, quand elle était plus jeune, à l'époque du lycée, elle était vraiment en surpoids, elle était énorme, quoi. Si vous avez jamais vu la série, cherchez des images, vous verrez qu'elle était vraiment en obésité morbide. Il y a aussi le fait qu'elle soit hyper maniaque. Joey, un des running gags autour de lui, c'est sa phrase pour faire tomber les filles. Je vais vous la faire écouter en VO parce que déjà en VF, déjà je l'ai pas trouvée et elle marche pas, je trouve. C'est pas dans notre culture en France et c'est parce que donc il va dire how you doing, qui veut dire comment ça va, donc ça a été traduit et comment ça va toi. Mais enfin, moi je trouve que ça marche pas du tout en français. Donc la phrase de Joey. Hey, how you doing? Donc voilà. Ross, il y a plusieurs running gags. Ses divorces, bien sûr, puisqu'il a divorcé 3 fois dans la série. Il y a aussi son amour pour les dinosaures, puisqu'il est vraiment passionné par les dinosaures. D'ailleurs, mes petits-neveux aussi sont probablement des futurs Ross, parce qu'ils sont tous les deux passionnés par les dinosaures. Et Abdallah, il a même pas 6 ans, il doit avoir 6 ou 7 ans. Il connaît le nom de tous les dinosaures, c'est incroyable. Il connaît tous les dinosaures, il sait s'ils sont herbivores, carnivores. Je crois même qu'il sait dans quelle ère les dinosaures se trouvent. C'est-à-dire, Ah ouais, est-ce que c'est carrément. plutôt des dinosaures, des vieux dinosaures ou des dinosaures plus récents? C'est Waouh. Ok, un incollable, futur quoi. Ross. Le dernier running gag qu'on va aborder, c'est celui autour de Ross et Rachel, bien sûr. We were on a break! Oh my God!
God, if you say that one more time, I'm gonna break up with you. Donc bien sûr, comprendre, on avait fait une pause. Donc je vous rappelle, hein, le débat c'est est-ce que Ross a trompé Rachel avec cet inconnu avec qui il a couché un soir où il était ivre, ou est-ce que Ross et Rachel n'étaient plus en couple à ce moment-là? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou sur Facebook si vous êtes plutôt team Rachel ou team Ross. Flora, je te laisse donner ton avis avant de donner le mien. Oh là là. Alors en fait c'est difficile parce que c'est sûr que, bon, oui, quand tu fais un break, ben ça veut bien dire ce que ça veut dire. Normalement, ben tu fais ce que tu veux en fait. C'est comme si de nouveau tu n'étais plus en couple. Donc de ce point de vue-là, ok, j'aurais tendance à me mettre du côté de Ross. Mais en fait, quand tu regardes la série, tu es tellement à fond dans la série que tu te dis, mais en fait, tu peux pas faire autrement que de soutenir Rachel, tu vois. Bon, en plus, moi, je suis nana, donc j'ai tendance à soutenir les autres nanas. Et bon, la façon dont c'est fait... Mais d'un autre côté, Ross, il me fait de la peine, tu vois, parce qu'à chaque fois, il est là, we were on the break et tout ça. Non, très très difficile, mais bon, je vais me mettre du côté de Rachel, parce que voilà, team Rachel, forever. Ouais, bah, pour moi, c'est clair et net, c'est team Ross. Ils ont fait une pause. Donc pour moi, si on devait parler avec des termes presque d'avocat, il n'y a plus d'obligation de monogamie. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai. Après, voilà, moi je dis ça aujourd'hui, mais il faut rappeler le contexte parce que je ne l'ai pas dit, je ne l'ai même pas noté, mais comme ça de tête, je dirais que la saison 1 de Friends, c'est 93, donc c'est quand même il y a presque 30 ans. Je peux comprendre que dans les années 90, on n'avait pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Là, je crois que c'est Gad Elmaleh qui avait fait un sketch et qui disait que les couples aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Enfin, c'est de la merde, quoi. Ils cassent pour un rien. Je crois que sa phrase, c'était « Quoi, il n'y a plus de Nutella? Je te quitte. » C'est un peu vrai, ça, aujourd'hui. Et je peux comprendre qu'à l'époque... Il y avait un réel débat. C'est ça, sur une pause. En plus... Toujours pareil, c'est de l'adaptation, donc ils ont fait une pause, mais en anglais, donc c'est on a break, sauf que rompre avec quelqu'un en anglais, c'est pas break, c'est break up. Donc du coup, ils ont pas vraiment rompu, c'était une pause. Donc je peux comprendre que le débat se fasse, mais quand même, pour moi, c'est Rachel qui demande à faire le break dans le couple. C'est vrai. Ouais. À ce moment-là, Ross, clairement, il est plus amoureux de Rachel que ce que Rachel est amoureuse de Ross. Il souffrait, il avait bu, c'était peut-être une erreur, mais à la limite, ça la regarde même pas, ça. C'est, voilà, il a fait sa vie, en plus, ça aurait rien changé à leur relation, quoi. Enfin, voilà, il a... Mais c'est vrai qu'en plus, Rachel, je la trouve quand même assez dure dans le sens où on va dire que le mec, il a des circonstances atténuantes, quoi. Il est fou amoureux d'elle, il est bourré, enfin, il contrôle plus ce qu'il fait. En plus, bon, Ross, enfin... Bon, c'est un personnage, hein, bon... t'as envie de tout lui excuser quelque part, parce que parfois, tu vois qu'il fait des bourdes, mais il le fait pas exprès, quoi. Donc, bon, après, c'est vrai qu'il a quand même vachement de circonstances atténuantes, et je trouve que Rachel, là-dessus, elle est quand même vachement dure. Tu sens, en fait, la meuf qui veut se faire désirer, quoi. C'est un peu... Ouais, pauvre Ross. Mais bon, je reste quand même du côté de Rachel, puisque je soutiens les filles, voilà. Et un dernier running gag que... Je voulais le mettre parce que c'est quand même iconique de Friends, mais bon, c'est pas très important dans l'histoire, c'est quand même celui-là. Oh my God! Voilà, c'est le Oh my God de Janice. Donc Janice, j'en parle même pas dans mon résumé, mais c'est l'ex de Chandler qui réapparaît. En fait, à elle-même, ce personnage, c'est un running gag. Donc voilà, je voulais quand même en parler parce que c'est un personnage qui est assez important dans l'humour de la série, mais dans l'histoire, c'est un personnage qui ne sert pas à grand-chose. Donc pour continuer dans notre émission, je vais parler un petit peu de VF. Alors moi j'avoue que Friends, je regarde en VO. La VF est quand même très bien faite, il n'y a pas grand-chose à redire. Mais le souci que j'ai, c'est un problème. Il y a un problème que j'aborderai après, mais le souci que j'ai, c'est au niveau de l'adaptation. Parce que quand vous faites une version d'une série dans une autre langue, c'est pas juste une traduction des dialogues mot à mot. Parce que déjà, si ça se trouve, un truc qui se dit en 3 mots en anglais va peut-être se dire en 20 mots en français, donc ça ne rentrera pas dans le temps que le personnage dit sa réplique. En plus,
il faut essayer de faire que le dialogue en français, les mouvements des lèvres anglaises correspondent à ce qu'on dit en français. Il faut essayer de le faire, même si dans les faits, c'est quand même compliqué. Et surtout, c'est pas juste une traduction, parce qu'il y a aussi un travail d'adaptation. Les Américains parlent de quelque chose qui est peut-être trivial pour eux, mais nous, on ne connaît pas du tout. Je vais vous passer un extrait de l'excellent John Rashid sur le sujet, et je pense que vous allez comprendre. Alors l'adaptation, qu'est-ce que c'est? C'est super important, je vais essayer de l'expliquer. Par exemple, des fois dans des films, il y a des références qui sont très liées au pays dans lequel il a été tourné. Et des fois, nous, on n'a pas ces références. Même si tu te la racontes en mode hyper cultivé, ouais mais si tu veux, moi je l'avais, cette ref. Je vous fais un petit exemple. Eh mec, t'as pas plusieurs choix, je suis pas Régis Philbin, et désolé mon gros, tu gagneras pas 1 million. Regis Philbin, nous on sait pas qui c'est en France et on s'en bat les couilles. Et c'est là que le travail d'adaptation rentre en jeu pour donner ça. Eh mec, t'as pas plusieurs choix, je suis pas Jean-Pierre Foucault, et désolé mon gros, tu gagneras pas 1 million. Regis Philbin, c'était le présentateur de Qui veut gagner des millions américain. Du coup, le remplacer par Jean-Pierre Foucault, ça a du sens. Alors là, si t'es un ultra connard, tu vas me dire, attends, mais en fait, le film il se passe aux States, et aux States, ils savent absolument pas qui c'est Jean-Pierre Foucault. Ça n'a aucun sens, mais vraiment, c'est n'importe quoi le doublage. Et c'est là où je vais te dire, ferme ta grande gueule, parce que le film en VF, il est pas destiné au marché américain, donc on s'en bat les couilles. Le film, il a été doublé pour que ta mère, la ménagère, qui t'a sûrement bercé trop près du mur, chope la référence. Et ça marche, pendant que ton père est au... Et là, c'est vraiment qu'un petit exemple d'adaptation facile, hein. Il y a vraiment plus dur que ça. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce que John Rashid fait, parce que il est lui aussi très fan de doublage et d'adaptation. Donc il en parle très régulièrement, et c'est un contenu qui est de très bonne qualité, si vous le connaissez pas bien sûr, parce que si vous le connaissez, j'ai pas à vous convaincre normalement. Donc le souci que j'ai pour Friends, moi, c'est qu'il y a plein de concepts qui se traduisent pas. Donc je préfère les avoir en VO qu'en VF. Et le problème que je parlais sur le doublage, c'est que en fait, les comédiens qui doublaient Rachel, Joey et Chandler, ils ont été remplacés dans les saisons 9 et 10. Donc du coup, entre les 8 premières saisons et les 2 dernières, c'est des voix complètement différentes pour 3 des 6 Friends en VF. Et vraiment, c'est autant pour Joey, les 2 comédiens ont une voix qui se ressemble énormément, autant pour les autres, ça n'a rien à voir. Et vraiment, ça casse l'image du personnage qu'on pouvait avoir. Les comédiens, ils ont été remplacés parce qu'en fait, ils ont voulu être augmentés, ils ont fait grève pour ça, et on leur a dit non. Donc voilà. Ça arrive, mais je vous expliquerai après dans les infos sur Friends pourquoi ils ont voulu être augmentés. Je vais en profiter aussi pour vous donner le nom des comédiens, des personnages principaux, parce qu'on est quand même à 43 minutes d'épisode, donc il est peut-être temps d'en parler. Donc Rachel, elle est jouée par Jennifer Aniston, et la comédienne qui double Rachel, elle s'appelle Dorothée Djema. C'est une petite actrice française, notamment dans sa filmographie. Moi, le seul truc que j'ai reconnu, c'est 11 épisodes de Plus belle la vie en 2009. Ou alors le rôle de Bonne Mine dans Astérix aux Jeux Olympiques. Elle a prêté sa voix par contre dans de nombreuses séries, dans de nombreux films. Bien sûr, c'est la voix récurrente de Jennifer Aniston. Je vais quand même vous la faire écouter. Toi, il va falloir que tu arrêtes de me mettre la pression. Tiens, d'ailleurs, tu seras privé de dessert. C'est vrai? Non, je rigole, je n'oserais jamais te faire ça à toi. Dans les saisons 9 et 10, elle est remplacée par Monica Lewinsky, qui n'a pas une voxographie très 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 fournie, donc je vais pas trop en parler. Enfin, je vais pas en parler du tout même. Là, tous les extraits que je vais vous donner, ça va être dans la même scène du même épisode. Donc le contexte, c'est Rachel qui fait un dessert, sauf que le livre de cuisine qu'elle a pris, il y a 2 pages qui sont collées. Donc elle a commencé un diplomate à l'anglaise et elle a fini par des lasagnes au bœuf. Donc elle a fait un diplomate avec de la viande. C'est voilà le contexte. C'est pour ça que l'autre personnage qu'on a entendu, c'est Joey. Il était plutôt content quand elle lui a dit qu'elle allait le priver de dessert, parce que ils sont tous pas très enjoués de goûter ça. Donc Monica, c'est Maïk Dara qui la double. Elle a une voxographie vraiment très très impressionnante. C'est donc la voix régulière de Courtney Cox, mais aussi Whoopi Goldberg. C'est la voix de Francine, la femme de Stan dans American Dad. Donc, je vous laisse écouter. C'est tellement bon que je trouve que je suis très égoïste de manger cette merveille toute seule. Je pense que tout le monde devrait le goûter.
Et en particulier Ross. Donc Phoebe, elle est jouée par... Oh, j'ai pas dit d'ailleurs, Monica, elle est jouée par Courtney Cox. Donc je l'ai dit quand j'ai dit voix régulière, mais je l'avais pas précisé avant. Phoebe, elle est jouée par Lisa Kudrow. C'est Michel Lituac qui double Phoebe. Alors elle est plutôt active dans le doublage de version québécoise, parce qu'il faut savoir que même si on parle la même langue, il y a quand même un doublage qui se fait spécifiquement pour le Québec. Et donc elle double beaucoup là-bas, mais elle double aussi pour des versions françaises, puisque c'est quand même une voix récurrente de Lisa Kudrow. Et c'est aussi une voix que beaucoup ont dû entendre quand ils étaient plus jeunes, ou même toujours aujourd'hui. C'est la voix de Sandy, l'écureuil de Bob l'éponge. Attends une seconde, c'est vraiment le traditionnel diplomate à l'anglaise? Absolument. Ah oui, bon, alors est-ce que tu l'as fait avec du bœuf ou des aubergines? Du bœuf. Oh, je suis désolée, mais tu sais bien que je mange pas de viande. Oh! Ah, je suis choquée, purée, mais oui. Oh, incroyable, ouais. Effectivement, voix d'écureuil. Donc Joey est interprété par Matt Leblanc aux États-Unis, et sa voix française, vous le connaissez peut-être, c'est Marc Lesser. C'est lui qui double Sangohan, Trunk et Broly dans Dragon Ball, donc les Sangohan et Trunk adultes, et Broly. Alors je sais pas si c'est dans le film qui est sorti récemment, là c'est lui, mais en tout cas dans le premier film, c'est sûr que c'est lui, et donc je vous fais écouter. J'aime bien, moi. Attends, tu rigoles? Bah non, pas du tout. La crème anglaise est bonne, la confiture est bonne, la viande est bonne. En saison 9 et 10, donc lui, il a été remplacé par Olivier Djankovic. Et comme je vous disais, il a quand même une voix qui ressemble beaucoup à la voix de Marc Lesser. Donc lui, honnêtement, si vous n'êtes pas des voxophiles, des gens qui sont très attentifs à quel comédien joue quel rôle, je suis sûr que vous n'aurez même pas remarqué que sa voix a changé. Chandler, il est joué par Matthew Perry. Et le comédien qui le double, il a une très grande voxographie. Il s'appelle Emmanuel Curtil. C'est donc la voix régulière de Matthew Perry, mais aussi la voix de Jim Carrey, la voix de Mike Myers. Donc Mike Myers, c'est Wayne's World, et comment il s'appelle cet espion-là? À chaque fois, j'oublie son nom. L'espion. Je voulais qu'on regarde le film hier soir. Un espion anglais. Oui, le fameux film avec où il y a Beyoncé dedans, là. Peut-être. Oui, c'est un peu dans les années 70, là, les décors et tout. Non, c'est pas du tout ça. Je pense pas, non. Ah, ok, non, je confonds avec autre chose, alors. Ah, mais c'est connu comme film. Hein. Non, mais tu sais que moi, j'ai une culture ça me reviendra. très mauvaise dans... Ça me reviendra avant la fin de l'épisode. C'est aussi donc la voix de Ben Stiller. Et dans l'animation, par exemple, c'est la voix de Simba dans Le Roi Lion. Simba adulte. Donc je vous fais écouter Chandler. Ah oui, je trouve ça tellement bon que je vais aller le manger sur le balcon. De façon à jouir de la vue en même temps que je jouis de mon dessert. Et donc il a été remplacé dans les saisons 9 et 10 par Antoine Nouel, qui double pas mal lui dans l'animation. Il a fait plein de voix de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Et c'est aussi lui qui double Olivia Hatton dans le remake Olive et Tom, Le Retour. Et pour finir, derrière Ross, c'est Michel Lasorne. Dans sa voxographie, moi, déjà, elle n'est pas très grande, et moi, je n'ai rien reconnu. Donc je vous fais écouter ça. Non. J'ai tout fini. Il était excellent. Va voir, Chandler, il y en reste peut-être un peu. Ça sent les doigts de pied. Et donc, c'est Austin Power, le film. Ben oui, c'est dans les années 70 que ça se passe. Genre, ils sont tous en mode années 70, là. Comment ils s'habillent et tout. Ouais, Beyoncé, elle a une boule afro. Austin Power, il a des
des chemises dégueu à fleurs, col-pelle à tarte et tout, pas de def, c'est à fond 70. Ouais, enfin, je me rappelle pas trop du film en fait. Je c'est connais, je l'ai déjà vu, mais je t'avoue que je saurais pas le situer dans une époque. Je me rappelle juste des blagues du film en fait. Ben moi je me rappelle surtout du look du film, tu vois. Donc, on va passer à des petites infos que j'ai sur Friends, des petits fun facts. Avant de commencer, il faut que je dise un truc. Je voulais faire toute une partie de l'épisode sur l'impact de Friends dans la pop culture, mais en fait, j'ai abandonné parce que c'est con, mais on est tellement imprégné de l'aura de Friends que c'est difficile de se rendre compte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Friends, ça a tellement rayonné sur toutes les autres séries que du coup, si vous regardez la série, vous allez peut-être vous dire « Ah putain, ils ont fait comme dans ça, ils ont fait comme dans ça. » Et en fait, non. C'est ce que vous avez vu après qui ont fait comme dans Friends. Un exemple de ce qui a rendu... de ce que Friends a rendu populaire, c'est la Friendzone. C'est eux les premiers à en avoir parlé. Dans la saison 1, il y a Joey qui dit à Ross qu'il est dans la Friendzone avec Rachel et qu'il est même le maire de la Friendzone. Friends nous a aussi influencé dans notre mode de vie à nous et dans le fait qu'on veuille vivre l'American Way of Life. C'est tout con, mais une cuisine américaine, c'est la cuisine de Monica. Et c'est de là que ça vient. C'est vraiment une cuisine américaine. Mais tu sais que moi, ça me choque parce que moi, je suis née en 95 et pour moi, en fait, je suis née en fait avec cette conception de l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire que pour moi, une maison où la cuisine est dans une pièce séparée de tout le reste de la maison, pour moi, c'est pas normal en fait. Parce que moi, j'ai vécu au moment où cette architecture-là se développait en France. Donc ça me choque en fait. Pour moi, une cuisine américaine, c'est une cuisine normale quoi en fait. Et pourtant, si on regarde beaucoup de maisons encore aujourd'hui, mais quelques maisons neuves, mais surtout toutes les maisons anciennes, il y a une pièce pour la cuisine, une pièce pour la salle à manger, une pièce pour le salon. Et en fait, Friends a influencé ce truc-là. Et après, on l'a vu aussi dans d'autres séries. On le voit dans Ma famille d'abord, où ils ont pareil une grande cuisine ouverte. Dans la série avec les geeks, Big Bang Theory. Big Bang Theory, ouais. Ils ont quand même eux aussi une cuisine ouverte. Voilà, ça, c'est l'influence directe. Alors, pas chez eux, puisque eux, c'est leur mode de vie à la base, mais si nous, cuisine américaine, on parle de cuisine ouverte, c'est en partie grâce à Friends. Donc, dans les premières infos que je vais vous donner, un truc qui semble incroyable et qui pourtant est vrai, quand ils ont commencé à écrire la série, en fait, il devait y avoir que 4 personnages principaux, et Chandler et Phoebe, c'était que des seconds rôles, en fait. Ah, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui a vite évolué, mais à la base, ils avaient pensé ça comme ça. D'accord, ouais, c'est bizarre, ouais. Une autre info par rapport au début de la série, les 4 premiers épisodes, ils ont été présentés à un public test de 55 personnes, et ce public test n'a pas du tout été conquis par la série. Ils trouvaient la performance de la série faible et les personnages peu séduisants. Les personnages peu séduisants, ok. Alors, je sais pas ce qu'il leur faut quand ils ont Rachel devant eux, mais bon, d'accord, soit. Donc voilà, après Rachel, c'est vrai que surtout au début, c'est l'image de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une michto, quoi. C'est l'image de elle s'intéresse qu'à l'argent. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir qu'au début de la série, si elle s'installe chez Monica, c'est parce qu'elle a plus d'argent, et elle a plus d'argent, c'est pas parce qu'elle a plus de travail, c'est parce qu'en fait elle a jamais eu de travail, elle vivait au crochet de son père et de son futur mari. Donc, ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, sur les 2 premières infos. Petite devinette Flora pour la 3e. Est-ce que tu sais combien les acteurs de Friends touchaient par épisode? Oh là. J'imagine qu'au début, ça devait être négligeable et qu'après, ça a dû exploser, non? Alors là, j'en ai aucune idée. T'as pas une idée de fourchette à peu près Non, je t'avoue que... Non, je sais pas du tout. Ça devait certainement se compter en dizaines de milliers pour chaque épisode. Oh oui. Ah ouais, genre centaines de milliers? Le premier épisode, les comédiens, ils ont touché 22 500 $ par épisode à partir de la première saison. Donc ils ont commencé 22 500 $. Ah ouais.
Ce qui est quand même des prix qui sont assez normaux hein, pour des séries. Parce qu'un épisode, tu le tournes en combien de temps aussi? C'est ça qu'il faut voir. Une semaine. Ouais, donc ça fait $22 000 la semaine. Une pas semaine, mal c'est quand vrai même. Je ne l'ai pas dit, mais comment était tourné Friends, ça se déroulait sur une semaine. C'est-à-dire que le lundi, les comédiens lisaient l'épisode comme ça se fait. En fait, ils sont autour d'une table avec les producteurs, les scénaristes. Ils lisent les épisodes, donc ils lisent leurs répliques pour voir ce qui marche pas. Ils ont 1 ou 2 jours pour faire des corrections, ajouter des choses, donc chacun propose. Ensuite, pendant 2 ou 3 jours, ils font des répétitions dans les studios. Okay. Donc ils répètent, savoir ce qui marche pas, toujours pareil. Et le vendredi, il y a le public qui vient et ils tournent le vendredi. Ah purée, d'accord, ok. Donc, premier épisode, $22 500. Et en fait, c'est tellement peu comparé à ce qui touchait à la fin. Pour le dernier épisode, $1 200 000 par comédien. Mais non, $1 200 000. Mais encore une fois, x6. C'est des prix qui sont assez raisonnables. Voilà, enfin raisonnables. Oui, c'est assez normal, on va dire, dans le milieu. D'accord. Purée, j'avais aucune idée, mais c'est dingue. Par titre de comparaison, Mimi Mati pour Joséphine Ange Gardien, c'est 250 000 € par épisode. Ah ok, ouais. Donc Mimi Mati, Joséphine, c'est pas non plus Friends. Ouais, mais du coup, il vaut mieux être acteur d'une série plutôt qu'acteur dans un film. Acteur d'une série qui marche. Acteur d'une série qui marche. Dans un film, je sais pas c'est quoi les prix, mais ça doit être peut-être plus, je sais pas. Ouais, mais du coup, les films, t'en fais moins qu'une série. Faut voir, ouais. Bon, si vous voulez vous reconvertir dans une carrière d'acteur, sachez que c'est lucratif si ça marche. Et donc, j'en parle aussi parce qu'aujourd'hui, 2020, on a encore des luttes pour l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Chez les acteurs, il y a un mouvement qui se fait maintenant à Hollywood, qui a commencé déjà il y a 1 an, je crois, et qui continue sur le fait que les femmes sont moins payées que les hommes pour des rôles ou des têtes d'affiche similaires. Dans la société civile, ça c'est monnaie courante, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est très régulièrement que des femmes à compétences et à poste égal sont payées moins que les hommes. Mais à l'époque, c'était pas. Pour Friends, ça n'a jamais été le cas. Les 6 comédiens, ils ont toujours été soudés les uns aux autres et ils ont toujours demandé les mêmes augmentations au même moment, tous ensemble. Ce qui fait que du coup, ça a été une solidarité qui a fait que ils ont pu avoir leur augmentation au fur et à mesure. Et c'est ce qui n'a pas été le cas pour les doubleurs français. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'ils ont fait grève. C'est pour ça qu'ils ont voulu demander une augmentation, parce que les comédiens, ils ont multiplié leur cachet par 10, par 100. Et eux, depuis la première saison jusqu'à la dernière, ils ont touché le même salaire. Donc ils ont trouvé ça pas normal. Sauf que quand ils ont voulu faire front commun, en fait, il n'y en a que 3 qui se sont mouillés. Et les 3, ils se sont fait têche, du coup. Et c'est... Je pense que... Alors, je ne suis pas dans la tête des producteurs français, mais je pense que remplacer 3 comédiens, ils peuvent se dire que à la limite, ça passe. Remplacer les 6, ils n'ont pas pris le risque. Je pense pas, parce que arriver à la saison 9 d'une série qui marche, la ménagère de 50 ans qui se met devant son canapé et qui reconnaît aucune voix, je pense que c'est un risque qu'ils n'auraient pas pris. Un autre truc sur la série, il y a eu une séquence autour de la vie de Ross qui a fait l'objet d'une première mondiale. Est-ce que tu sais ce que c'est? Quelque chose qui s'est passé autour de la vie de Ross. Mondiale? Non. En 1996. Ah ouais, mais j'avais 1 an. Oui, mais t'aurais pu t'en douter. Crois-moi, t'aurais pu t'en douter parce que... Qu'est-ce que c'est? La lutte est encore là aujourd'hui. En 96, il y a eu la diffusion du mariage de Carole et de Suzanne. Donc Carole, c'est l'ex-femme de Ross qui se marie avec sa nouvelle femme. Ok. C'est le premier mariage homosexuel diffusé à la télé. Ah, genre ça s'était jamais vu avant? Non. Et d'ailleurs, ça s'est passé en 96. Il
faut savoir qu'à New York, le mariage gay n'est possible que depuis 2011, soit 15 ans après. Ok. Donc ça a vraiment été Mais pourtant, le mariage se passe à New York. Oui, mais ils l'ont tourné pour la série, ils s'en foutent des lois. D'accord, ouais. Mais du coup, c'était pas raccord avec genre la vraie législation à l'époque. Non, mais quoi. d'ailleurs, ça a fait du bruit et il y a plusieurs pays qui l'ont censuré. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé l'épisode, mais par contre, Sans le moment, je crois que c'est le mariage, je crois qu'il dure moins d'1 minute, ben ça a été coupé dans certains pays. Ah ouais, incroyable. Et pour finir, je pense rien vous apprendre en vous disant que la série a reçu pas mal de guests. Il y a des stars du petit écran comme George Clooney et Noah Wyle, parce que George Clooney à la base il vient quand même du petit écran. Ils interprétaient avec Noah Wyle 2 médecins dans la série Urgence. Et Tom Selleck aussi, donc c'est lui qui jouait Richard. C'est bien sûr Magnum. On le retrouve aujourd'hui, c'est dans Hawaii 5-0 qui joue ou c'est dans... Tom Selleck Ouais. Non, il avait joué dans Las Vegas. Oui, mais là aujourd'hui, il joue dans une série un style Hawaï, mais c'est peut-être pas Hawaï, c'est qui se passe Dans les îles. dans les îles. Non, je vois pas. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon voilà, donc un très très grand acteur lui aussi. Il y a aussi des stars de cinéma comme Brad Pitt, qui à l'époque était le mari de Jennifer Aniston. Il y a Julia Roberts qui a joué aussi dans Friends. Il y a Monsieur JCVD, Jean-Claude Van Damme. Il y a aussi Bruce Willis, comme on disait tout à l'heure. Bruce Willis. Donc, Bruce Willis, en fait, c'est Matthew Perry qui l'a invité parce que Matthew Perry et Bruce Willis, ils ont joué dans Mon voisin le tueur. Donc, Matthew Perry, il a dit bah, tiens, si tu veux, tu peux venir jouer. Et en fait, ils ont fait un pari, tous les deux. Bruce Willis a parié que Mon voisin le tueur serait numéro 1 au box-office. Et du coup, il a perdu son pari. Et du coup, en fait, pour Friends, il a rien touché. Il est venu. Alors, ah ouais, d'accord. Il a été payé, mais il a reversé son cachet à des associations. Ah, c'est chouette. Ah, c'est cool. Donc voilà. Et parmi les guests issus de la société civile, notamment, on peut citer Ralph Lauren. Et oui, The qui joue dans la série. Famous. Et du coup, ça me donne une transition pour toi. Parce que, donc, du coup, comme on l'a dit, tu travailles dans une radio et tu as un blog, Pamela Cobson, et une chaîne YouTube dans laquelle tu parles régulièrement de mode. Et tu vas nous parler de l'impact de Rachel Green dans la mode. Ben oui, parce que c'est vrai que, bon, comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est vrai que ma porte d'entrée pour Friends, ça a vraiment été Rachel. Parce qu'avant de m'intéresser à cette série, je me suis toujours intéressée à la mode et c'est vrai que j'entendais tout le temps parler de Jennifer Aniston qui joue le rôle de Rachel Green dans Friends. Et en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on regarde la série en entier, on se rend compte qu'effectivement, elle pèse dans le game de l'histoire de la mode, quoi. Bon, déjà, elle travaille pour Ralph Lauren, donc en soi, c'est déjà incroyable. Parce qu'en plus, voilà, c'est pas une marque inventée dans la série, non. Ralph Lauren, voilà, c'est une marque qui existe. Comme tu viens de le dire, Ralph Lauren, il apparaît vraiment dans Friends. Donc, c'est dans la saison 6, l'épisode 8. Et alors, en plus, c'est un petit peu une apothéose parce que finalement, elle travaille pour Ralph Lauren, mais on le voit jamais. Et là, quand on le voit, on se dit, ouais, enfin. Enfin, en tout cas, tous les fashionistas accomplis. Moi, j'étais comme une dingue quand il est arrivé. Donc, c'était cool. Et puis voilà, sinon, Rachel, elle a vraiment eu un impact dans la mode, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que toutes les filles de Friends, et Rachel en particulier, c'est un peu voilà, l'image de la mode des années 90-2000. Donc elle reflète ce courant mode-là, mais elles ont aussi contribué à l'alimenter. Donc ça, c'est vachement chouette, parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de revival 90s et années 2000, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de magazines qui, pour pouvoir justement donner des inspirations aux filles d'aujourd'hui, reprennent les tenues de Rachel Green dans Friends. Et ça, c'est juste incroyable, parce que y a des pages et des pages d'inspiration sur Pinterest, même dans des magazines en ligne, dans Vogue, dans Marie Claire. Elles ont fait des focus sur le style Rachel Green. Et on va même aller encore plus loin au niveau beauté, parce que quand tu vas chez le coiffeur et que tu demandes, voilà, je veux une coupe Rachel, mais le coiffeur, il sait de suite ce que tu veux. Alors, à la limite, il va te demander, ok, une coupe Rachel courte ou une coupe Rachel longue, mais il va savoir ce que tu veux. En fait, il va savoir que tu veux ce beau brushing bien volumineux, un peu effilé sur le devant. Voilà, ça, c'est la coupe Rachel. Donc, de ce point de vue-là, c'est incroyable. Et puis même,
Quand tu regardes aujourd'hui le monde de l'influence mode, bon ben voilà, il y a le monde de l'influence mode, finalement, aujourd'hui, il est géré, j'ai envie de dire, par toutes les nanas, les influenceuses qui bossent du coup sur Instagram, sur YouTube et compagnie. Et quand tu vois celles qui pèsent vraiment dans ce milieu-là, leur inspiration mode vient souvent de Rachel. Alors, il y a une petite concurrence dans ce milieu-là entre Carrie Bradshaw de Sex and the City, pour celles qui vont vraiment être pointues dans la mode, la tendance, et celles qui vont plutôt préférer le style. Et donc, du coup, elles vont plus se tourner vers, justement, Rachel Green. Mais par exemple, moi, je pense à June65, donc, qui s'appelle Federica. C'est une nana, c'est une influenceuse française. Par exemple, tu vois, elle a fait une collection de sacs avec le Petit Cartel, donc c'est un label. Je peux te dire que voilà, parmi ces noms, elle a nommé tous ces sacs pour nommer chaque modèle, en fait, comme ça se fait, dans chaque marque. Du coup, elle a nommé un sac Rachel, tu vois. Donc c'est vraiment pour illustrer le truc. Et puis même, il y a beaucoup de nanas aussi qui s'amusent à faire des vidéos, comment copier le style Rachel Green. Donc non, de ce point de vue-là, c'est vraiment un bonheur de pouvoir analyser son style. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est que tu vois que c'est vraiment un personnage dont le style vestimentaire évolue en fonction de sa vie. Parce qu'au tout début, Rachel Green, c'est la nana en t-shirt blanc salopette. Bon, elle le fait avec une classe folle et une élégance folle. Et puis, au fur et à mesure, tu vois qu'elle continue son ascension professionnelle chez Ralph Lauren. De suite, elle est en tailleur, bottes en cuir et tout ça. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est quand même un personnage très intéressant au niveau esthétique, en tout cas. Ok, je te remercie. Et je rajoute quelque chose sur la coupe Rachel. Faut savoir que la première coupe de Rachel dans Friends, Jennifer Aniston l'a trouvée dégueulasse. Et en fait, le coiffeur qui lui a fait ça était sous acide. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai lu en préparant l'émission. Donc, c'est une coupe qui a marqué, comme tu dis, et qui continue aujourd'hui à marquer. Et pourtant, c'est une coupe que Jennifer Aniston a détestée et qui vient d'une inspiration un peu qui vient d'ailleurs, quoi. Ouais, ok. Incroyable. Et donc, pour finir sur l'émission, je vais vous présenter 3 autres fins pour la série. Il y en a 2, c'est pas vraiment des fins différentes, c'est plutôt des améliorations. Parce que comme je vous ai dit, la fin, elle est quand même très très bien, même si pour nous aujourd'hui, elle est quand même attendue. Mais la fin de la série, quand même, elle mérite des petites améliorations pour que vraiment la série soit totalement close. Parce qu'en fait, il y a les 6 personnages qui se séparent de leurs clés et qui, en fait, ça sous-entend aussi un petit peu le fait qu'ils vont se séparer, qu'ils vont se voir moins souvent. Chacun des personnages va démarrer une nouvelle vie. Il y a Monica et Chandler qui adoptent les jumeaux et qui vont vivre en banlieue. Il y a Phoebe qui s'est mariée avec Mike, qui va avoir un enfant. Il y a Ross et Rachel qui se mettent ensemble et qui vont essayer de faire marcher leur couple. Et première amélioration possible du coup, c'est par rapport à Joey. Parce que Joey, c'est quand même un des personnages les plus importants. Alors oui, tous les personnages sont importants bien sûr, mais si on devait les classer, les 6 du plus ou moins important, genre s'il y en a un des 6 qui devait mourir par exemple, moi perso, je préférerais que ce soit Phoebe ou Ross qui meurt, que ce soit Joey. Joey, donc, du coup, sa fin, c'est rien. Il n'a pas de chérie, il n'a pas un truc ouf dans sa carrière, il est juste triste de ne plus vivre en face de chez Chandler, ou plutôt que Chandler ne vive plus en face de chez lui. Et c'est assez décevant, je trouve. Les scénaristes, ils auraient pu faire mieux. Je sais pas, pour exagérer, je vous donne un exemple. Joey, il aurait pu annoncer que il a le rôle principal d'un film hollywoodien. Mais en plus, c'est ce que le téléspectateur attend. Enfin, moi, je sais qu'au fil des 10 saisons, j'ai attendu jusqu'au dernier moment que Joey décroche enfin le rôle de sa vie, quoi. C'est vrai que j'étais hyper triste. D'autant qu'en plus, moi, c'est mon personnage préféré. Alors, ouais, j'étais un peu dégoûtée. Alors, après, du coup, il n'aurait pas fallu que là j'ai exagéré parce que
si Joey annonce qu'il a un rôle hollywoodien, ça aurait été attendu. Et C'est moi, vrai. je me bats sur le fait que j'aime bien quand les fins elles soient complètement inattendues, même si ça peut être des choses, comment dire, que ça se passe bien et tout. Pas forcément la troisième fin que je vais vous raconter qui est totalement inattendue, mais qui par contre n'est pas du tout feel good. Ça peut être une fin très très bien, mais qui quand même une pointe d'inattendu. Joey, ça aurait pu juste être Joey qui dit bah, les gars, je vais essayer de percer au cinéma, je vais vivre quelque temps à Los Angeles. En plus, c'est ce qui s'est fait finalement après avec la série de Joey, et c'est là que ça marche pas. C'est qu'à la fin de Friends, on voit que Joey il est très attaché à ses amis et surtout à Chandler, et que Chandler lui dit pour le réconforter qu'il aura une chambre dans leur nouvelle maison. Donc on sent qu'il est très attaché à New York. Et finalement, la série de Joey, ben, il se casse. Je sais même pas s'il parle de ses anciens amis. C'est là aussi qu'elle marche pas. Donc voilà la première amélioration que moi j'aurais vue sur la série. La deuxième, c'est une toute petite modification, mais qui aurait vraiment changé le ressenti qu'on a sur la fin de la série. C'est juste inverser le Ross-Rachel. C'est-à-dire que ce soit Ross qui veuille partir quelque part pour le boulot, pour quelque chose ou quoi, et Rachel qui aille l'en empêcher. Parce que, mine de rien, l'amour que Ross a envers Rachel, il n'est pas approuvé. Alors que Rachel qui aime Ross, c'est quand même, à chaque fois, c'est... Alors quand elle l'aime, c'est à fond. Par contre, dès qu'elle l'aime plus, pareil, il n'y a pas de juste milieu avec elle. Et du coup, que ça se fasse dans ce sens-là, que ce soit Ross qui aille à l'aéroport et qui décide d'empêcher Rachel d'aller à Paris, c'est... Quelque part, c'est attendu dans leur couple. Après, on pourra me dire que le fait que Rachel décide de ne pas aller à Paris, capitale de la mode, pour son couple avec Ross, c'est une preuve d'amour qui est supérieure à ce que ce soit Rachel qui empêche Ross d'aller vivre un rêve quelque part. C'est... Je sais pas. Encore une fois, la fin est très bien, mais ça donne quand même l'impression que c'est Ross qui fait tous les efforts dans le couple Rachel-Ross, et Rachel, elle, qui reste finalement très passive et qui se laisse guider par Ross. C'est vrai. Donc voilà, ils auraient peut-être pu chercher le truc qui fasse que... Ou alors tout simplement que Ross n'aille pas la chercher et que Rachel d'elle-même décide de ne pas prendre l'avion. Ça aurait été là, je pense, une preuve, enfin je sais pas, à méditer. Si jamais il y a un remake qui se fait un jour, qui m'appelle. Et donc pour conclure, la fin complètement différente. C'est un utilisateur de Twitter qui a tweeté un screenshot d'une note iPhone. L'utilisateur, c'est STRNKS. Donc, c'est pas du tout une fin feel good. Je vais vous traduire ce qu'il a posté. J'aurais terminé Friends en révélant que tout ça n'était que le rêve induit par la méthamphétamine d'une Phoebe SDF qui regarde à travers la fenêtre du Central Perk. Toutes ces excentricités, tous les épisodes où elle fait tout tourner autour d'elle, toutes les fois où elle montre à quel point elle est une outsider du groupe, tout fait sens. Les 10 saisons n'étaient seulement que son imagination fiévreuse se projetant dans la vie des 5 autres. Tout ce qu'elle voulait, c'était des amis, des friends. La scène finale aurait été Phoebe s'éloignant du Central Perk, avec les personnages de Ross, Rachel, Joey, Chandler et Monica faisant référence à la folle qui est toujours en train de nous fixer. Ils ont tous des noms différents et des personnalités différentes. Phoebe passe devant un magasin de meubles et voit son reflet dans un miroir placé dans la vitrine. Le nom du magasin, Ursula. Enfin, elle retourne dans le parc dans lequel elle dort devant la fontaine. Une lampe cassée se tient à côté de son banc. Il commence à pleuvoir. De derrière, on la voit ouvrir 6 parapluies sales, mais avec des couleurs très vives. Fondu au noir. C'est horrible. Ah, je suis pas du tout fan de ça. C'est bien construit, mais franchement, non. On peut pas faire finir Friends comme ça. C'est terrible. Mais n'empêche que voilà, ça aurait été vraiment une fin, là pour le coup, très surprenante. Et ça aurait été pas rigolo, mais voilà, il y aurait eu quelque chose de... On aurait su surprendre le spectateur avec ça. Mais tu vois, ça aurait été à double tranchant, parce que soit les téléspectateurs auraient été
choqués, indignés, genre mais non, on peut pas nous faire attendre 10 saisons pour que ça se termine comme ça. Mais de notre côté, peut-être qu'il y en aurait qui auraient dit ouais, du coup c'est un chef-d'œuvre parce qu'on s'y attend pas du tout et en fait c'est très philosophique, patati patata. Et peut-être que du coup il y en a qui se seraient retapés les 10 saisons pour y voir justement cette folie de Phoebe. Bon bref. Ben, Non, ouais, c'est ça. intéressant. Mais c'est après, le intéressant. truc, c'est que ça aurait été. Il aurait fallu vraiment le penser dès le début, parce que du coup, Et oui. ils auraient pu mettre vraiment des vrais indices tout au long de la série. Et ça aurait été très fort, parce qu'il y a des séries qui marchent très bien comme ça. Il y a des séries où vraiment, par exemple Scrubs, sur un épisode, l'épisode dont j'ai parlé, où le frère de Jordan meurt, l'épisode est très bien construit, parce qu'il y a des indices tout au long de l'épisode, et pourtant on ne le voit pas. Le film dont je parlais aussi par rapport à cet épisode-là, je ne l'avais pas dit, mais c'est Le Sixième Sens avec Bruce Willis. Pareil, tout au long du film, on peut se rendre compte. Moi, je l'avais jamais vu ce film, mais je connaissais la fin parce que forcément, c'est un film qui est vieux et du coup, les spoils, ça traîne de partout. Je connaissais la fin et du coup, j'ai vu tous les indices qui font que, oui, on sait qu'en fait, Bruce Willis, dès le début, il est mort et en fait, il aide ce petit à vivre avec le fait qu'il voit des morts. Donc, par rapport à cette fin-là sur Friends, pareil, 1h16 d'émission, je ne l'ai pas dit, je vais peut-être le dire. La série, elle a été créée par Martha Kaufman et David Crane. Martha Kaufman, un jour en interview, on lui a raconté cette fin. Et sa réaction, ça a été ça nous a jamais traversé l'esprit, c'est une fin horrible. Le mec qui a inventé ça, il n'a pas de vie. Voilà. Ok, d'accord. Et donc le mec, du coup, sa bio Twitter, c'est Martha Kaufman pense qu'il faut que j'aille me chercher une vie. Voilà. Excellent. Excellent. Donc voilà, j'allais dire tout ce qu'il y avait à dire sur Friends. Non, parce qu'il y a encore des tas de choses qu'on pourrait aborder. Mais voilà, tout ce que moi, en tout cas, j'avais envie de vous partager sur la série. Je vous encourage, si vous ne l'avez jamais vue, à aller la voir. Ou si vous l'avez déjà vue, simplement à la re-regarder avec cet œil nouveau. Sachez qu'on entend plein de conneries sur Friends, sur le retour de Friends. Ça fait presque 20 ans que la série est finie et ça fait presque 20 ans que tous les ans on nous dit les 6 comédiens se sont rencontrés, ils vont refaire une série, tout ça. Ça sera jamais vrai. Voilà, je pense pas qu'ils prennent le risque en fait, parce que le seul risque, tant qu'ils font rien, les gens sont contents et les gens ont cette hype de Friends. Le jour où ils font quelque chose, s'ils se ratent, Friends, c'est fini. C'est clair. Donc je pense pas qu'ils prennent le risque. Là, on va les retrouver, cette fois, c'est sûr, cette année-là. Donc je sais pas si c'est en 2020 ou 2021. Mais ils vont se réunir parce qu'il y a HBO qui lance son service de série à la Netflix. Et du coup, d'ailleurs, Friends va sûrement disparaître de Netflix. Là, aujourd'hui, je pense que c'est encore dessus. Moi, j'ai regardé un épisode la semaine dernière, donc je pense que ça y est encore. Mais régulièrement, Friends est menacé de disparaître de Netflix. Et là, ça va être vrai, puisqu'en fait, normalement, HBO a acheté l'exclusivité pour son nouveau service. Et pour le lancement du service, de ce que j'ai compris, parce que là, on parle d'un épisode de Friends va être tourné avec les 6 acteurs et tout. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est pour le lancement de HBO Max, de ce que j'ai compris. Les 6 acteurs se réunir et lire des répliques de Friends, quoi, en public, comme s'ils tournaient un épisode. Mais déjà, on ne sait pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé l'info de si c'est des répliques, un nouveau scénario réécrit pour une suite, ou si ils vont lire des répliques cultes, ils vont rejouer des scènes cultes de la série. Mais en tout cas, c'est pas un épisode qui va être tourné, monté comme on peut s'y attendre d'une série. Rien d'autre à ajouter. Rien à ajouter. Donc, je laisse, comme d'habitude, Michael Kyle vous dire au revoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, à mettre des commentaires aussi. Dites-moi Team Ross, Team Rachel, et je vous retrouve dans 2 semaines. À la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Ne reviens pas que je ne te revois plus, hasta la vista. Tire-toi et taille la route.